et bon réveil. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité ce jeudi. Tout d'abord, ces images qui sont rares en Europe. Après avoir fermé sa frontière, la Hongrie, débordée par l'afflux de migrants, a tiré à coups de canon, à eau et de gaz lacrymogène sur les réfugiés qui tentaient de s'approcher de sa clôture de barbelés. Le retour des frontières en Europe n'est désormais plus tabou. Manuel Valls s'est dit prêt à fermer temporairement les portes de la France. Et en pleine crise des migrants, toujours en France, un chiffre fait débat, 77 000 logements sociaux vacants et réquisitionnés pour les réfugiés. Un chiffre aussitôt mis en parallèle à celui des 150 000 sans domicile fixe et 3 millions de mal logés dans le pays. On fait de l'ordre dans un instant. Aux États-Unis, Donald Trump face aux Républicains, round 2. Un mois après le premier grand débat télévisé entre les nombreux prétendants, ils se sont affrontés cette nuit sur CNN. Le milliardaire iconoclaste a essuyé les coups tous azimuts. H&M au cœur du débat, le géant du prêt-à-porter fait apparaître pour la première fois une femme voilée dans un spot publicitaire. Les images dans cette édition. Enfin du cinéma, un des films événements de la rentrée est sorti hier, Marguerite. Castafiore émouvante, incarnée par une Catherine Fro très attendue dans ce rôle. On en parle en fin d'édition. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, cette information, un tremblement de terre de magnitude 8,3 a frappé le Chili il y a quelques heures. Une alerte au tsunami a immédiatement été lancée et le gouvernement a ordonné l'évacuation des habitants des villes côtières. Un bilan provisoire fait état d'au moins 5 morts et 1 million de personnes évacuées. L'alerte au tsunami concerne également la Polynésie française, une partie de la Californie et Hawaï. À Santiago, la secousse a fait chanceler les bâtiments et provoqué un vaste mouvement de panique. Retour en Europe où les États commencent à être débordés par l'afflux de migrants en Hongrie. Après la fermeture totale de sa frontière, la police, je vous le disais, a usé de gaz lacrymogène et de canons à eau pour repousser les migrants qui doivent désormais trouver d'autres voies d'entrée vers l'Europe de l'Ouest. Océane Nicole. Gaz lacrymogène et jets de pierre, la Hongrie durcit le ton. Ce mercredi, des affrontements ont éclaté, faisant plusieurs blessés, opposant les forces anti-émeutes hongroises à des dizaines de migrants voulant forcer un barrage à la frontière serbo-hongroise. Mais la frontière est désormais bloquée par un mur barbelé de 175 km. Les réfugiés n'ont donc pas d'autre choix que de rebrousser chemin. Et ils ont trouvé une nouvelle voie pour accéder à l'Union européenne, la Croatie. Hommes, femmes et enfants passent la frontière au niveau de Tovarnik, dans le nord-est du pays, après avoir transité par la ville serbe de Sid, à 5 km de la frontière. On est venu en Croatie parce que la Hongrie a fermé ses frontières. On n'a pas le choix. Une fois en Croatie, les migrants sont enregistrés puis transportés vers des centres d'accueil près de Zagreb. Le gouvernement croate est prêt à accueillir jusqu'à 1500 réfugiés par jour. Il a également promis de permettre le passage des migrants par son pays en direction de l'Europe occidentale. Et ce sont plus de 4000 réfugiés qui sont attendus en Croatie dans les prochains jours. Ils pourront passer par la Croatie et nous travaillons à ce propos. Nous sommes prêts à accepter ces gens, quelle que soit leur religion et la couleur de leur peau. La frontière hongroise paraît plus que jamais hermétique. Le parcours des migrants se redessine donc pour accéder à l'Eldorado européen. C'est désormais la Croatie et la Slovénie qui risquent de voir transiter le flux de réfugiés. Et au cœur de cette crise, on vient de le voir, un homme se démarque par sa fermeté. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, n'a pas hésité à s'opposer frontalement à Angela Merkel pour protéger ses frontières. Ses méthodes laissent à désirer et il a été rebaptisé Victator par une certaine presse européenne. Son portrait signé Océane Nicole. 175 km de murs barbelés en guise de frontière avec la Serbie et jusqu'à 5 ans de prison pour tous ceux qui souhaiteraient s'aventurer illégalement dans le pays. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, affiche avec fermeté sa politique anti-migrants. À l'heure où l'Union européenne traverse l'une des pires crises migratoires de son histoire et où chaque pays membre tente de trouver des réponses communes à cette crise, les pays d'Europe de l'Est se détachent avec la Hongrie à sa tête. Un Premier ministre qui ne s'est jamais caché de ses tendances souverainistes et conservatrices. Dès son arrivée au gouvernement hongrois en 1998, Viktor Orban se positionne derrière les couleurs du parti Fidesz, qu'il a lui-même fondé. Un parti qui se veut libéral, radical, mais très vite il se range derrière la droite conservatrice et populiste aux accents nationalistes. Orban, c'est Poutine en moins violent et Berlusconi en moins capitaliste.
C'est un étatiste qui veut diriger seul la politique, l'économie, les médias, tout. Le nouveau régime hongrois mériterait sa propre définition, une démocrature, entre démocratie et dictature. Le Premier ministre hongrois possède certains points communs avec les tactiques populistes. Viktor Orban utilise en effet la peur pour rallier les Hongrois à sa cause. Nous, les Hongrois, avons peur. Les Européens ont peur parce qu'ils voient que les dirigeants européens, parmi lesquels les premiers ministres, ne sont pas en mesure de contrôler la situation actuelle. Et Orban s'affirme clairement contre l'accueil des migrants et veut une Europe blanche et chrétienne. Déjà en mai dernier, le gouvernement avait envoyé un questionnaire aux citoyens avec notamment une question sur les réfugiés. Êtes-vous d'accord avec le fait que les migrants menacent l'existence et l'emploi des Hongrois ? Début septembre, lors d'une interview pour les médias allemands, Orban avait qualifié les réfugiés syriens comme une menace pour l'identité chrétienne de l'Europe. Des positions choc qui s'éloignent de plus en plus de la ligne politique européenne et qui isolent le Premier ministre hongrois de Bruxelles. Et au centre du débat sur l'immigration, un tabou européen commence à voler en éclats. Le retour des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen est désormais appliqué ou envisagé. Le mot était tabou, laissé à l'extrême droite, mais depuis la décision allemande de restaurer les contrôles aux frontières, eh bien, une voie a été ouverte, Myriam. Une voie a été ouverte et on ne parle plus non plus de tabou d'effondrement des accords de Schengen cette fois-ci, puisque pour l'Allemagne et pour la France, on va en parler dans un instant, eh bien, cela se fait en parfaite coordination avec des mécanismes autorisés au sein des accords de Schengen. Alors l'Allemagne a autorisé en début de semaine un renforcement des contrôles aux frontières, notamment près de la région près de la frontière avec l'Alsace. Il faut rappeler qu'il y a entre 800 000 et 1 million de demandes d'asile qui sont attendues pour la seule année 2015 en Allemagne. Et l'Allemagne n'est pas la seule, elle a été immédiatement suivie par l'Autriche, la République tchèque ou encore la Slovaquie. La Hongrie s'est complètement barricadée. On a vu les images dramatiques de gaz lacrymogène et de canons à eau également, et des arrestations qui se multiplient contre des migrants. Et puis la Croatie et la Serbie qui lancent un véritable appel au secours ce matin, puisque cette façon de se barricader de la Hongrie ne va que détourner le flux de migrants vers leurs frontières. Nous n'avons pas ces capacités d'accueil, affirment aujourd'hui la Croatie et la Serbie. Et encore une fois, cette même idée qui revient, si l'Europe ne veut pas voir monter des murs à l'intérieur de ses frontières, il va peut-être falloir se résoudre à construire une frontière externe à l'Union européenne et donc protéger davantage les abords de la Grèce et de l'Italie. Voilà, c'est ce que devront décider l'ensemble des chefs d'État européens. Vous l'avez dit, Myriam, en France également, la fermeture temporaire des frontières a été évoquée hier par Manuel Valls lui-même depuis l'Assemblée nationale. Écoutez le Premier ministre. Certains nous disent il faut tout fermer. Dire cela, c'est fermer les yeux sur les réfugiés qui meurent à nos portes. D'autres disent à l'inverse, il faut tout ouvrir. Dire cela, c'est fermer les yeux sur les réalités et les difficultés de la société française. Mon devoir, celui du gouvernement, c'est être lucide car nous sommes aux responsabilités. Est-ce que le Premier ministre, Myriam, est-ce que l'exécutif se montre assez convaincant dans cette crise? Alors si on devait se fier au calme qui a régné dans l'hémicycle après le discours d'ouverture de Manuel Valls, alors on peut supposer que oui, il a convaincu, ou du moins il a déminé la plupart des arguments de l'opposition. Et c'était bien le but hier, Valls entre solidarité et fermeté, parce qu'à moins de 3 mois des législatives, avec une percée attendue du Front National et un effondrement de la gauche, il fallait couper court à la droite. Alors Valls devait coûte que coûte lutter contre les possibles accusations de laxisme contre le gouvernement, et il a donc mis également en avant les résultats du gouvernement contre l'immigration irrégulière, avec notamment 177 filières d'immigration clandestine démantelées, 42 000 interpellations à Calais. Ne serait-ce que ce matin, il y a eu également 2 campements dans la mairie du 18e et à Austerlitz qui ont été démantelés, avec 400 et 150 personnes à peu près pour chacun de ces campements. Anne Hidalgo qui a toutefois précisé que tous ces migrants et ces réfugiés allaient être déplacés vers des campements d'accueil où les conditions seront également plus adaptées. Alors les Français de leur côté, est-ce qu'ils sont convaincus? Eh bien un sondage est paru ce matin, 80% des Français sont favorables au retour des contrôles aux frontières. C'est la déclaration qui a été le plus discutée et apparemment approuvée par l'opinion publique. Manuel Valls qui devait prendre grand soin à ne pas blesser des Français qui sont aujourd'hui inquiets de la situation. Ils y sont largement favorables. 91% des ouvriers y sont favorables, toutes catégories socio-démographiques confondues. On voit aujourd'hui une large approbation à ce fait.
Voilà, une sensibilité pour l'opinion publique, c'est ce qu'on, merci Myriam, c'est ce qu'on va voir immédiatement avec ce chiffre qui fait débat, 77 000 logements sociaux vacants et réquisitionnés pour les réfugiés. C'est un chiffre aussitôt mis en parallèle à celui des 150 000 sans domicile fixe et 3 millions de mal logés que compte le pays. Rudy, tout d'abord, il faut faire un peu d'ordre dans ces chiffres. Oui, absolument, parce que c'est un pays effectivement dans lequel 1 800 000 foyers sont en attente d'HLM. Alors la première chose à savoir, c'est qu'effectivement, il fallait éteindre l'incendie étant donné la récupération faite par l'extrême droite et donc le Front National, vous le voyez sur ce tweet de Florian Philippot. Alors la première chose à savoir, c'est que cette proposition, elle est faite par Madame Carlotti, qui est députée PS et ex-membre du gouvernement, et elle ne fait finalement qu'émettre un avis en qualité de présidente du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées. Ce n'est pas encore quelque chose de réellement envisagé. Alors ensuite, il faut regarder effectivement ce chiffre de plus près. Alors le parc de logements sociaux en France, ça représente 4 547 000 logements. Sur ces logements, presque 4% sont vacants et 1,7% sont vacants depuis plus de 3 mois. Alors il y a des explications. Dans ces 1,7%, il y a des logements qui sont en attente de démolition, en rénovation entre 2 locataires et donc ils ne sont tout simplement pas tous libres. Et puis surtout, s'il existe des logements sociaux vacants, c'est tout simplement parce qu'ils ne trouvent réellement pas preneur. On va voir cette carte qui a été diffusée par Le Monde hier. Elle représente le taux de vacances des logements sociaux. Vous le voyez en rouge, les régions dans lesquelles c'est le plus élevé. En Limousin, en Bourgogne, le taux de vacances peut atteindre les 6 ou les 7% parce que pour les loyers sont tout simplement moins chers. Donc il y a moins de concurrence entre le parc de logements sociaux et le parc privé. Et puis ces logements sociaux se situent dans des zones reculées comme Châtellerault, le Creusot ou la Motte-Beauvron où peu de gens veulent aller habiter. Donc oui, il y a des logements sociaux vacants, mais le chiffre de 77 000 doit être vraiment pondéré. Voilà, il a été récupéré notamment par l'extrême droite en France. Face à cette situation, l'ex-ministre a même dû rectifier le tir. Oui, alors dans un entretien à l'AFP, Marie-Arlette Carlotti hier a apporté des pressions qui sont utiles pour éteindre cet incendie qui couvait. Pour elle, voilà cette phrase choc, pas question de piquer les HLM à ceux qui en ont besoin, au moins c'est clair. Alors du côté des bailleurs sociaux aussi, c'est intéressant de voir qu'on se porte volontaire pour accueillir donc les 24 000 migrants que la France annonce accueillir, qui vont trouver asile en France, parce qu'en effet, bon nombre d'entre eux doivent depuis des années entretenir des logements vides construits dans d'ex-zones industrielles qui sont désaffectées, ce qu'on appelle pudiquement des zones détendues. Alors ces logements n'attirent plus personne et donc les migrants et les occupants pourraient, sans le vouloir, solutionner par là même un problème qui dure depuis les années 70. En tout cas, si le chiffre se devait d'être de mieux mis en perspective, la vigueur de la polémique montre l'extrême sensibilité de cette question dans l'opinion publique. Merci beaucoup, Rudy. Et on en vient à l'une des sources de cette crise des migrants, la guerre en Syrie, évidemment, avec cette question: que trame Vladimir Poutine en Syrie? Un engagement militaire russe se précise dans le pays avec l'arrivée ces derniers jours de matériel militaire, de conseillers et de soldats, contredisant les démentis répétés du Kremlin. Résumé en images, signé Océane Nicole. Vladimir Poutine confirme et réaffirme son soutien au régime de Bachar al-Assad. Ce mardi, il a défendu sa stratégie d'appui au gouvernement syrien. Il a même estimé que la plupart des migrants cherchant à se rendre en Europe fuyaient les groupes terroristes et non les bombardements de l'armée syrienne. Selon lui, si l'armée russe cessait ce soutien, le flux des réfugiés serait encore plus important. Nous soutenons le gouvernement syrien. J'aimerais dire que nous avons fourni et nous fournirons le support militaire et technique nécessaire alors que ce dernier est confronté à une agression terroriste. Et nous appelons les autres pays à se joindre à nous. Mais ce soutien est vivement critiqué de l'autre côté de l'Atlantique. Washington accuse en effet la Russie de renforcer sa présence militaire en Syrie. J'ai fait comprendre que le soutien continu de la Russie à Assad risque de mener à une escalade du conflit et qu'il diminue notre but commun de combattre le terrorisme si nous ne nous concentrons pas sur les solutions politiques. Mais Vladimir Poutine défend bec et ongle son soutien au régime Assad dans sa lutte contre le terrorisme. Le président russe a affirmé que son armée continuerait d'offrir une aide militaire et technique à la Syrie malgré toute contestation. Selon le Kremlin, cette aide permet d'assurer la sécurité, lutter contre l'avancée de l'État islamique ainsi qu'assurer l'unité. Mais les pays de la coalition restent fermement sceptiques face à cette alliance.
Bonjour Emmanuel Navon, professeur de relations internationales. Merci d'être avec nous. Alors on l'a vu, des gros porteurs russes chargés à bloc de matériel, de fret, des tonnes d'équipements, des soldats, des conseillers, des blindés. Que prépare Vladimir Poutine en Syrie? Il essaie de préserver Bachar Assad. Assad a toujours été un allié de Poutine, mais ces derniers mois, son régime est de plus en plus menacé et Poutine essaie de le préserver. Alors pourquoi maintenant? Eh bien, nous sommes un an exactement après l'annonce par le président Obama des débuts des frappes américaines contre l'État islamique. Or, un an plus tard, que voit-on? On voit que non seulement l'État islamique se maintient, mais dans certains endroits, c'est étendu. Et que par conséquent, la conclusion de Poutine aujourd'hui est que l'Occident ne parviendra apparemment pas à vaincre l'État islamique, mais que Assad, lui, à tout moment, pourra être éliminé par l'État islamique, d'où sa décision. Alors, parmi les travaux qu'entreprend Vladimir Poutine en Syrie, une nouvelle base aérienne à Latakié, l'élargissement de pistes également. L'armée de l'air russe va entrer dans la danse? Je ne sais pas si l'armée de l'air elle-même s'impliquera directement. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que Vladimir Poutine a pris le précédent de l'Ukraine et qu'il semble se diriger en Syrie vers une espèce de division de facto du pays et qu'il veut créer une espèce de continuité territoriale entre ceux qui restent des bastions de Bachar Assad sur la côte ouest, qui se relierait peut-être même avec le sud du Liban, qui est contrôlé par le Hezbollah, qui est lui-même allié de l'Iran. Donc il semble que Poutine se dirige vers une espèce de division de facto de la Syrie, qui rappellerait d'une certaine manière ce qui se passe en Ukraine. Alors pourquoi Vladimir Poutine veut à ce point sauver Bachar al-Assad? Quels sont ses intérêts en Syrie? Alors ses intérêts, ils sont également liés à ceux de l'Iran, puisque Poutine a joué un rôle déterminant pour arriver à un accord sur le nucléaire iranien, parce qu'il veut faire sortir l'Iran de son isolation, de son isolement international, pour créer une espèce de cartel du gaz naturel entre la Russie, l'Iran, également le Qatar. Pour cela, il doit préserver les intérêts iraniens en Syrie, ce qui signifie préserver Bachar Assad. D'où sa politique. Il ne faut pas oublier également que la Syrie, traditionnellement, était un allié de la Russie ou à l'époque de l'Union soviétique pendant la guerre froide et que Poutine continue d'avoir cette vision du monde dans laquelle les intérêts de la Russie sont par définition antinomiques à ceux de l'Occident. Alors justement, sur cette vision, hein, il l'a précisé ce mardi depuis le Tadjikistan, il a expliqué haut et fort qu'il est impossible de chasser les terroristes sans coopérer avec Damas. Il a appelé les Occidentaux, les Américains à coopérer dans ce sens-là. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Alors c'est clair que là, il touche à un point sensible et une contradiction qui est évidente. C'est-à-dire que lorsque les pays occidentaux disent « nous luttons contre l'État islamique, mais nous allons également nous débarrasser de Bachar Assad », il y a une contradiction parce que lorsque les Américains, les Britanniques, peut-être demain les Français, les Australiens bombardent l'État islamique, cela sert les intérêts d'Assad. Et ce n'est pas que dans la guerre civile syrienne, il y a les bons contre les méchants, des forces démocratiques, n'est-ce pas, qui lutteraient contre l'État islamique et Bachar Assad. Il est clair aujourd'hui que Bachar Assad est un rempart contre l'État islamique. Cela, Vladimir Poutine le dit tout haut, les Occidentaux ne veulent pas le dire, mais il est clair également que les Européens ne disent pas tout haut non plus, que si Bachar Assad s'avère être le seul rempart possible contre le flux d'immigrants syriens vers l'Europe, ils finiront par l'accepter, mais ils ne veulent pas le dire et ne peuvent pas se permettre de le dire. Merci beaucoup, Emmanuel Navon. Allez, direction Jérusalem à présent. La tension dans la vieille ville reste palpable ce matin encore. Après plusieurs jours d'affrontements, Binyamin Netanyahou a rappelé hier qu'il n'était pas question de changer le statu quo sur le mont du Temple, mais il a annoncé un durcissement des mesures contre les lanceurs de pierres. Joseph Emmanuel. Binyamin Netanyahou déclare la guerre aux lanceurs de pierres. Face à une tendance croissante chez de nombreux Palestiniens à utiliser des pierres comme des armes, le ton durcit pour stopper des actes parfois qualifiés de crimes. Dimanche soir, Alexandre Levlovitch, un automobiliste israélien, a succombé à ses blessures après un accident qui semble avoir été provoqué par des jets de pierres de Palestiniens. Depuis le lieu de l'accident, le Premier ministre fait son annonce face caméra. Nous avons l'intention de donner les moyens tant aux soldats qu'aux policiers pour agir avec beaucoup d'efficacité contre les lanceurs de pierres et de cocktails Molotov. Car l'un des problèmes de Binyamin Netanyahou est qu'il y a presque un vide juridique face aux lanceurs de pierres. Sa déclaration prend place alors qu'on entre dans le 4e jour d'affrontement entre Palestiniens et forces de l'ordre israéliennes autour des lieux saints de Jérusalem.
C'est sous escorte policière que ces juifs religieux traversent la vieille ville pour atteindre le mur des lamentations, des échauffourées qui ont lieu comme presque chaque année au moment du Nouvel An juif. L'ONU s'inquiète. Le Moyen-Orient fait face à une marée vicieuse de terreur et d'extrémisme. Et de telles provocations graves peuvent enflammer la situation et propager la violence bien au-delà des murs de la vieille ville de Jérusalem. Comme chaque année, les affrontements ont lieu autour de l'esplanade des mosquées, appelée Mont du Temple par les Juifs, en référence au temple de Salomon qui s'élevait à l'emplacement exact de l'actuelle mosquée. Une situation complexe pour laquelle un statu quo existe, signé par Israël et par les autorités jordaniennes en charge de la gestion des lieux saints musulmans. En Jordanie, nous avons été très inquiets et en colère concernant les récents développements à Jérusalem, tout particulièrement à la mosquée Al-Aqsa. Et le statu quo est clair, pas de juifs en prière à cet endroit. Un statu quo de plus en plus remis en question par certains. Ils y voient du racisme anti-juif pur et simple, mais le Premier ministre, soucieux de préserver le calme, a encore rappelé qu'il n'entendait pas aller contre et l'Europe continue d'être inquiète. Il est crucial que toutes les parties fassent preuve de calme et de retenue et respectent le statu quo. Réaction également partagée par le Qatar lors d'une réunion économique dans le royaume saoudien. Ce qu'Israël fait à la mosquée Al-Aqsa représente une division. Ils empêchent les fidèles d'entrer dans la mosquée et permettent l'accès aux colons. C'est très grave. Réaction partagée aussi par la Maison-Blanche. Elle appelle les partis à faire preuve de retenue. Les États-Unis restent profondément préoccupés par l'escalade des tensions autour de Haram el-Sharif, également connu comme Mont du Temple. À l'image des deux noms de ce lieu saint pour l'islam et pour le judaïsme, deux versions existent quant à savoir qui est responsable des affrontements de ces derniers jours. Palestiniens comme Jordaniens parlent de provocation de la part des juifs religieux. Les Israéliens, de leur côté, parlent d'affrontements préparés longtemps à l'avance par les fauteurs de troubles, toujours prêts à en découdre au sortir des prières du vendredi. Et la police israélienne a de nouveau arrêté l'avocat palestinien Mohamed Al-Ahan. Vous vous en souvenez, il avait arrêté sa grève de la faim après plus de 2 mois pour protester contre sa mise en détention sans charge. Hier, il a été arrêté à sa sortie de l'hôpital. Maxime Pérez, Alexandre Leduc. Le feuilleton Mohamed Al-Ahan n'est peut-être pas terminé. L'ancien prisonnier palestinien gréviste de la faim a été arrêté ce mercredi à sa sortie de l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, un mois après la promesse de sa libération par Israël début novembre. À ce stade, rien n'indique que l'incarcération de Mohamed Al-Ahan sera prolongée au-delà de cette date, mais l'intéressé a de nouveau été placé en détention administrative, ce qui potentiellement peut le contraindre à passer les 6 prochains mois derrière les barreaux. En réaction, Mohamed Al-Ahan a immédiatement annoncé son intention de reprendre sa grève de la faim qu'il avait interrompue le mois dernier, après 65 jours passés sans s'alimenter et se soigner. Son combat l'avait plongé dans un état critique et la rue palestinienne s'était mobilisée pour exiger sa libération par Israël. Le 20 août dernier, la Cour suprême avait accepté la requête des avocats de Mohamed Al-Ahan qui exigeait sa libération pour des raisons médicales. Le gouvernement israélien a été contraint de céder, soucieux par ailleurs de ne pas donner de prétexte à une nouvelle escalade de violence. À Gaza, le djihad islamique avait menacé de reprendre ses tirs de roquettes si Mohamed Al-Ahan devait succomber à sa grève de la faim. En bref, en économie, cette décision cruciale que les analystes et les investisseurs de la planète entière attendent en retenant leur souffle. Ce soir, à 20h, la Fed américaine pourrait annoncer qu'elle relève ses taux d'intérêt, une première en 11 ans. La Banque centrale américaine deviendra ainsi la seule grande banque centrale à resserrer sa politique monétaire à contre-courant de ses consoeurs. Encore à la lutte pour doper la croissance depuis la crise financière, la Banque centrale américaine a adopté une politique d'assouplissement financier maximum, conjuguant des taux proches de zéro en vigueur depuis fin 2008 à une série d'injections massives de liquidités pour favoriser la reprise. Voilà pour cette décision attendue ce soir. Autre info à retenir ce matin, c'est la Californie qui continue de se battre contre les flammes. C'est désormais une zone équivalente à la région PACA qui est partie en fumée. Les premières victimes sont également à déplorer et les incendies menacent désormais les majestueux séquoias géants, véritables trésors nationaux.
Autre chose à présent, H&M au cœur du débat. Le géant du prêt-à-porter fait apparaître pour la première fois une femme voilée dans un spot publicitaire. La mannequin en question ne passe pas inaperçue non plus. Mais tu savez, c'est une pub qui remue la toile. Exactement. Alors dans un spot publicitaire qui prône la liberté de s'habiller, une jeune femme anonyme sort du lot. Alors entre Iggy Pop et le mannequin Elliot Sellers, vêtue d'un manteau rose, d'une longue jupe noire, Maria Idrissi est coiffée d'une étole aux airs de kéfier et pour cela, elle a récolté plus de 4000 likes sur Facebook. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de la publicité. Mix prints, mix pink and red. Show your panty line. Go commando. Cover up. Show it all. Be trashy. Be neat. Wear pink, wear blue, wear yellow if you're blonde, wear red if you're a redhead, wear socks and sandals. Look fake, look chic, look chic, be a princess. Soyez chic, soyez chèque. Exactement. Alors en plus, la vidéo se terminera sur l'unique règle à respecter, celle de recycler ses vêtements. C'est le leitmotiv de la marque suédoise depuis déjà 2 ans. Sauf qu'entre les thèmes de la liberté, donc vive les envies de chacun, de l'éco-responsabilité, et bien un autre thème s'est donc immiscé dans la campagne H&M, celui du port du voile, avec bien sûr ses partisans. Regardez par exemple sur les réseaux sociaux, certains qui saluent l'initiative sur Facebook. Il serait temps de réaliser que les musulmans sont très nombreux en France et qu'ils représentent une sérieuse demande, ou encore plus bas, il y a beaucoup de musulmanes qui adorent acheter chez H&M et dorénavant, elles aimeront encore plus. Et puis, le kéfier Made in H&M a aussi ses détracteurs, on s'en doute. Regardez le statut de la femme soumise, musulmane voilée, validée par une campagne de publicité H&M. H&M qui exploiterait même ces femmes pour gonfler ses recettes. Regardez sous Twitter, autre réaction, H&M exploite le filon à la une pour se faire encore plus de bénéfices. Des réactions de tous bords donc, et qu'elles soient positives ou négatives, une chose est sûre, un formidable coup de pub. Pourtant, entre nous, eh bien, H&M n'a pas fait grand-chose, Barbara. Au-delà du fait que cette femme n'est pas intégralement voilée, bénéficie apparemment du droit de sortir de chez elle non accompagnée, eh bien, le joli foulard porté en voile, ça fait déjà un bail, on peut voir ça dans les rues. H&M provoquant, certes, mais certainement pas révolutionnaire. Voilà pour cette pub. Merci beaucoup, Betsabé. Allez, avant de se quitter pour un nouveau journal, hommage à Guy Béard, le chanteur, s'est éteint hier à Garches, dans les Hauts-de-Seine, des suites d'une crise cardiaque. Il avait 85 ans. L'interprète de L'eau vive avait donné son dernier concert en janvier dernier à l'Olympia. On va écouter un petit extrait. On se retrouvera juste après pour un point complet sur l'actu qui vous est présenté ce matin par Sarah Caudron. Fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. On est de retour sur le plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Donald Trump face aux Républicains, round 2. Un mois après le premier grand débat télé entre les nombreux prétendants, eh bien, ils se sont affrontés une nouvelle fois cette nuit. C'était sur CNN et ça se passe en Californie. Le milliardaire iconoclaste a essuyé les coups tous azimuts. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit sur toutes les télévisions américaines avec vous, David Benaïm, notre correspondant aux États-Unis. Bonjour, bonne nuit. Merci d'être avec nous. Alors en août, Fox News avait battu tous les records d'audience pour le premier débat avec 24 millions de téléspectateurs. Voilà, alors, on va revenir à vous, David, dans quelques instants, mais avant cela, quelques images de ce débat très agité pour Donald Trump. Regardez.
La Maison-Blanche se poursuit et les candidats républicains ont tout tenté ce mercredi en Californie pour tenir tête au milliardaire Donald Trump. Tous les sujets ont été abordés, l'implication russe en Syrie, le nucléaire iranien ou encore la crise migratoire que traverse l'Union européenne. Des candidats qui étaient mieux préparés et qui se sont montrés combatifs face au favori Trump, qui ne cesse de consolider sa première place dans les sondages. Des attaques personnelles ont été évoquées. Le but de ce débat était en effet d'inciter les candidats à se répondre directement, voire même à s'affronter. Les adversaires de Trump l'ont attaqué sur son tempérament, sur ses faillites et sur sa tendance à les attaquer sur l'apparence physique. Mais Donald Trump a su répondre comme à son habitude par son culot mémorable, sans jamais argumenter ni détailler ses propositions. Le duel Bush-Trump s'est démarqué de ce débat et ils n'ont pas hésité à s'affronter en direct, évoquant des sujets personnels. Entre autres, au cœur de leur querelle, les migrants. Le milliardaire Donald Trump promet en effet de construire un mur pour empêcher les clandestins de venir aux États-Unis. Il a également insinué que Jeb Bush était, lui, favorable à une régularisation conditionnelle des clandestins, étant donné que sa femme Colomba était d'origine mexicaine. Un débat qui a encore une fois rassemblé des milliers d'Américains. 4 autres sont prévus d'ici le début des primaires, le 1er février prochain. Voilà, et on vous retrouve, David Benaim, notre correspondant à New York. Merci donc d'être avec nous. Alors on l'a dit, un record d'audience pour le premier débat, c'était sur la Fox il y a un mois, 24 millions de téléspectateurs. Alors est-ce que cette nuit, le débat a autant été suivi et comment qualifier la performance de Donald Trump ? Il n'y a pas eu de Trump show ce soir, mais les téléspectateurs ont tout de même répondu présent. 24 millions d'Américains étaient devant leurs écrans pour un total de 5 heures de débat. Un premier débat avec les 4 candidats au plus bas dans les sondages, suivi en prime time par les 11 autres prétendants à la nomination républicaine qui ont partagé la tribune installée au cœur de la librairie Reagan en Californie. CNN a tout fait pour présenter cette soirée comme un événement sportif, le combat de l'année, annonçant et décrivant les protagonistes un à un comme s'ils allaient pénétrer dans un ring de boxe. Donald Trump comme le leader dans les sondages, Jeb Bush comme le favori de la première heure ou Dr Ben Carson comme l'outsider qui gagne du terrain. CNN promettait une deuxième round encore plus intense que le premier et sur l'ensemble, on a plutôt assisté à un débat, ce qui est des plus classiques, avec quelques coups d'éclat et des discussions enflammées, mais rien de particulièrement controversé. Donald Trump ne s'est pas détaché donc ce soir, comme ce fut le cas lors du premier débat. Malgré les efforts des modérateurs d'orienter les confrontations à son égard, il a su montrer une image plus modérée et plus conciliante que depuis le début de la campagne. L'une des grandes gagnantes de cette soirée est sans hésitation l'ancienne CEO d'Hewlett Packard, Carly Fiorina, qui a su prendre possession des débats et de la scène avec des idées et des propositions plus qu'aucun autre candidat ce soir. Alors, vous l'avez dit, Donald Trump caracole toujours en tête des sondages, 33%, mais depuis le premier débat, les cartes ont été un petit peu redistribuées. Vous parlez d'autres prétendants qui commencent à gagner du terrain. C'est le cas, vous l'avez dit, de Ben Carson, ce médecin afro-américain, et aussi, vous l'avez dit, l'ancienne directrice donc, de HP. Ça veut dire que l'électorat républicain est en train de se tourner vers des candidats qui n'ont pas un parcours politique conventionnel, vers des néophytes de la politique ? Oui, les outsiders du monde politique réunissent à eux trois plus de la moitié des intentions de vote dans tous les sondages. Il est clair que les électeurs républicains veulent changer ceux qui les représentent. Le Congrès à majorité républicaine n'a pas su travailler avec Barack Obama pour clôturer les budgets ou faire passer des lois qui rassemblent. Et les hommes politiques ont perdu toute crédibilité auprès de leurs électeurs, autant à droite que chez les démocrates. Pour illustrer ces divergences, on a pu assister ce soir à une véritable joute verbale entre Jeb Bush et Donald Trump sur l'influence des lobbies et de l'argent sur les politiciens qui dépendent tant des donations privées pour financer leur campagne, à la différence des milliardaires Trump et Carson qui fonctionnent de manière totalement indépendante. Et ça séduit énormément les Américains. Cette élection pourrait bien remettre au pouvoir un non-professionnel de la politique à la Maison-Blanche, comme ce fut le cas pour Ronald Reagan, qu'ils adulent tous comme étant le meilleur président républicain de leur génération. Merci beaucoup, David Benaim, depuis New York. Et toujours concernant la campagne présidentielle américaine, eh bien une information qui pourrait changer les règles du jeu. Le concerné s'appelle Twitter, avec un don à un candidat en seulement 2 clics. Et c'est désormais possible grâce, Betsabé, à un tout nouveau service. Exactement. Alors ça existe depuis mardi. Le réseau social a mis en place avec l'entreprise Square, qui elle est spécialisée dans les paiements mobiles, le paiement électronique. Eh bien un nouveau service donc qui permet directement depuis son téléphone portable d'envoyer un don au candidat de son choix
en 2 clics seulement. Fini les sites de dons qui nécessitent ordi et patience. Désormais, vous allez sur Twitter, vous donnez votre nom, votre numéro de carte bleue et sans doute ce qui demande le plus d'efforts, vous appuyez sur le bouton. Une fois la transaction terminée, les informations sont conservées et seront bien sûr utilisées automatiquement pour une nouvelle contribution. Tant qu'à faire. Et puis Square, elle, empoche au passage 1,9% de la transaction. Alors attention, derrière ce nouveau service, lancé donc la veille du 2e débat des Républicains, une manne énorme. Prenez le premier débat de Trump début août, Audimat, 24 millions d'Américains qui l'ont souvent suivi en plus depuis leur smartphone. Eh bien, si ne serait-ce que 5% des téléspectateurs avaient déboursé 5 $ chacun, le calcul est facile, ça aurait donné 6 millions de dollars de dons. Voilà, des dons intéressants, même si au niveau personnel, ils sont plutôt modestes, quoi. Exactement. Prenez par exemple Ben Carson, dont on vient de parler, donc le neurochirurgien qui talonne Donald Trump. Ouais. 2/3 de ses contributions, apparemment, s'élèveraient à moins de 200 $. Mais il y a aussi un autre avantage de ce don sur Twitter. Le généreux donateur peut s'afficher, faire annoncer son geste et ainsi non seulement il fait un don financier mais en plus il fait une pub gratuite au candidat de son choix et notamment influencer les électeurs qui eux ne savent pas trop pour qui voter. D'autres électeurs qui en plus eux ne sont pas sur les listes d'email des partis qui n'étaient donc pas accessibles jusqu'alors. Voilà. Et on avait dit que Facebook avait réussi à mettre au pouvoir Barack Obama, et bien Twitter mettra peut-être au pouvoir le prochain président. Merci beaucoup. Et en marge de cette campagne, une info un peu plus people désormais. Tout oppose leurs parents qui se détestent, mais elles s'adorent. Les filles respectives d'Hillary Clinton et Donald Trump seraient très proches. C'est ce que vous nous apprenez ce matin, Maurice. Exactement. Ce sont, si les parents, eux, s'écorchent et s'écharpent à chaque meeting électoral, et le débat va être encore plus virulent si Hillary Clinton et Donald Trump sont face à face pour la présidentielle. Chelsea Clinton et Ivanka Trump sont les meilleurs amis du monde. Regardez, vous allez voir ces photos. On les voit ensemble, oui, elles sont toutes les deux magnifiques sur ces photos. Alors Chelsea a 35 ans, a grandi à l'ombre d'un président et d'une secrétaire d'État bercée par les élites intellectuelles. Ivanka a 33 ans, a passé sa jeunesse dans les milieux d'affaires, des parcours différents qui n'ont pas empêché une amitié sincère et profonde. Et ce tweet que vous allez voir le prouve. Chelsea a écrit « L'important dans la vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites ». Réponse d'Ivanka, bien vu et plein de sagesse. Alors, comme le souligne CNN et du reste toute la presse américaine, toutes les deux sont mariées avec des juifs et sont de jeunes mamans. Vous voyez la photo de mariage de Clinton, elle a fait un mariage qu'on dit interreligieux. Quant à Ivanka, eh ben, elle s'est tout simplement convertie au judaïsme, vous la voyez là. Alors, c'est justement via leurs maris respectifs, des amis eux aussi, que les deux jeunes femmes se sont rencontrées. Résidant à New York, les deux couples se réunissent régulièrement pour des dîners conviviaux. Alors jusque-là, tout va pour le mieux entre les deux filles, mais ça pourrait changer. Elles sont impliquées directement dans la campagne de leurs pères et mères respectifs. Elles n'hésitent pas du tout à s'impliquer. Chelsea Clinton est journaliste, avocate et militante et le fait savoir. Elle est aujourd'hui vice-présidente de la fondation Clinton. Sans citer sa mère, Chelsea milite pour qu'une femme soit enfin présidente des États-Unis. Écoutez-la parler de sa mère. Je suis une fille et je peux juste dire que j'aime et j'adore ma mère. Je sais qu'elle milite pour des questions importantes pour les familles à travers le pays. Je pense qu'elle commence vraiment à être écoutée et que de plus en plus d'Américains la prennent en compte. Et ils vont comprendre pourquoi je suis si fière d'être la fille de ma mère et plus encore pourquoi je suis si fière que ma mère soit la grand-mère de ma fille. Voilà, Ivanka Trump, écrivain, top modèle et femme d'affaires et vice-présidente du département développement et acquisition de l'empire de son père. Ivanka n'hésite pas à faire campagne, on la regarde. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un homme qui n'a pas besoin d'être présenté. Sa légende est déjà faite et ses réalisations trop nombreuses pour être comptées. Cet homme, c'est mon père. Voilà, deux belles femmes en campagne. Reste à savoir si cette amitié tiendra jusqu'à la fin de cette campagne. Merci beaucoup, Maurice. Tout à fait. Autre chose à présent, retour en Israël où le mouvement de grève dans les écoles arabes chrétiennes du pays ne faiblit pas, en colère pour réclamer plus de crédit à l'État d'Israël. Les responsables de ces écoles et des parents d'élèves ont une fois de plus manifesté hier. Julia Galancia.
Troisième semaine de grève dans le système éducatif israélien. Les écoles chrétiennes sont fermées et 33 000 élèves n'ont toujours pas commencé leur année scolaire. La raison de leur colère, le gouvernement israélien et son nouveau ministre de l'Éducation Naftali Bennett du parti Foyer Juif ont décidé de réformer les modalités du système éducatif. Auparavant, le gouvernement finançait 75% du budget des écoles chrétiennes et les parents des élèves payaient les 25% restants. En 2013, le montant du budget financé par l'État a été réduit à 34%. En plus de ces restrictions budgétaires, le gouvernement veut maintenant limiter le montant de la participation aux frais de scolarité pouvant être demandés par les écoles aux parents. Des restrictions ayant pour directe conséquence la privation des écoles chrétiennes et leurs deux sources de financement en une seule fois. Depuis le 1er septembre, date officielle de la rentrée des classes israéliennes, les manifestations s'enchaînent. Plus de 80% de toute la population arabe employée dans l'industrie des hautes technologies est diplômée d'écoles chrétiennes. Ces écoles sont indispensables à la réussite de notre société. 50% des étudiants de ces écoles sont musulmans et 50% sont chrétiens. Ces écoles sont une bénédiction pour la population arabe d'Israël. Mais dans un climat de tension sociale croissante en Israël, le combat pour le financement des écoles chrétiennes a aussi pris une tournure politique, alors que les membres arabes du Parlement israélien critiquent le gouvernement et lui reprochent de ne pas prioriser leurs besoins en matière d'éducation. C'est une honte pour le gouvernement israélien, une honte pour la démocratie israélienne. Nous n'arrêterons pas le combat, nous ne voulons pas de faveur, nous voulons la justice. Mais que veulent-ils vraiment? Les représentants des écoles chrétiennes demandent que le ministère de l'Éducation leur fournisse 200 millions de shekels, soit 50 millions de dollars, en fonds gouvernementaux. Ce mercredi, alors que le mouvement marque son 16e jour de grève, l'Union nationale des enseignants israéliens pourrait se joindre à la grève. Une pression de plus sur le ministère de l'Éducation pour qu'il trouve enfin une solution. Ali Wakad, bonjour. Vous êtes notre spécialiste du monde arabe, mais avant votre vie de journaliste, peu de gens le savent, vous avez été directeur du lycée du Collège des Frères à Jaffa pendant 4 ans. Vous connaissez extrêmement bien ce dossier. D'abord, pourquoi ça coince toujours? Qu'est-ce qui bloque dans la négociation plus de 2 semaines après la rentrée et le début de cette grève? Ça coince parce que le gouvernement israélien, représenté par le ministère de l'Éducation et le ministère des Finances, ne sont pas prêts à égaliser les subventions ou le financement des écoles chrétiennes avec les écoles de l'orthodoxie juive, qui sont eux aussi dans la même catégorie du reconnu non officiel. Les écoles de chasse, par exemple, reçoivent autour de 70%, alors que les écoles chrétiennes ne reçoivent que 29% du gouvernement de leur budget. C'est de la discrimination, comme le prétendent les écoles chrétiennes, les parents d'élèves? Ben, si on compare les chiffres, il y a bien sûr de la discrimination. C'est vrai que les écoles chrétiennes n'avaient jamais le lobby que les partis ultra-orthodoxes, Chasse et autres, avaient dans la Knesset. Mais quand on voit que Chasse reçoit à peu près 70% de son budget, les écoles de Chasse, alors que les écoles chrétiennes, le financement de l'État a baissé pendant ces dernières années de 65% à 29%, le pourcentage actuel. Alors pourtant, malgré ces difficultés financières et les raisons de cette grève, ces établissements chrétiens en Israël sont reconnus pour leur excellence. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? Cette excellence est due au fait que le clergé a un système d'éducation très strict. Il y a la discipline si on compare avec ce qui se passe dans les écoles publiques. Et c'est un peu les élites de la société qui arrivent dans ces écoles. Par exemple, à Jaffa Barbara, il y avait une moitié dans les classes que j'ai enseignées. C'était des juifs. C'est important et intéressant à souligner. Il ne s'agit pas que d'enfants chrétiens bien qui sûr. fréquentent ces Les écoles. chrétiens en Israël, ils ne constituent que 9% de la population arabe. Et donc la moitié de l'effectif des écoles, ce sont des étudiants musulmans. Dans certaines villes mixtes comme Jaffa, il y a pas mal des étudiants juifs. Par exemple, la moitié de la classe de mes enfants sont des juifs. Merci beaucoup, Ali Waked. On va parler football après un nouveau journal. Chelsea, Maccabi, Tel Aviv, David contre Goliath. Le match en Ligue des Champions s'est tenu hier et malgré la défaite cinglante 4-0, eh bien les Israéliens sont fiers d'avoir réinvesti cette compétition après 11 ans d'absence. Le détail après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Restez avec nous.
Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning, bienvenue. Si vous nous rejoignez, on reparle à présent de la situation à Jérusalem. La tension reste palpable ce matin encore sur le mont du Temple après plusieurs jours de violence et d'affrontements. Retour donc à un calme précaire, même si en cette période de fête religieuse, eh bien, le lieu reste particulièrement sensible. Reportage sur place que vous signez Mathias Inbar et on en parle juste après. Jérusalem a mal à la tête mais n'est pas malade. C'est ainsi que les policiers positionnés aux quatre coins de la vieille ville de la capitale nous expliquent ces 3 derniers jours de violence. Et même si la tension semble retomber d'un cran, elle reste palpable. Notre objectif pour le moment est d'empêcher des incidents sécuritaires, que ce soit dans la vieille ville ou dans les quartiers arabes comme Issaouia, Silvan, Wadi Joz et Ras El Hamoud, et ce afin de faire retomber la tension autour du mont du Temple. À l'image de ces nombreux points de contrôle installés aux abords de l'accès de l'esplanade des mosquées du mont du Temple, dans le même temps, des patrouilles au sol sillonnent ces rues étroites. Aucun contact entre les deux parties. Résultat, les discussions en arabe entre policiers et palestiniens sont ici particulièrement rares. Les jeunes palestiniens disent eux être prêts à continuer jusqu'au bout, ce qu'ils qualifient de combat pour Al-Aqsa. La mosquée Al-Aqsa appartient aux musulmans. Nous sommes là pour la protéger afin que les colons n'y pénètrent pas. Je répète, elle est à nous et pas à eux. On ne restera pas en attendant les mains croisées. Les visites de juifs religieux sur le mont du Temple n'ont déclenché ce mercredi aucune réaction violente, y compris celle de Yehuda Glick, le chef de file de ses fidèles. Et même si ces 3 derniers jours de violence ne marquent pas l'empreinte d'une 3e intifada, selon la police israélienne, les signes ne trompent pas et inquiètent. Des engins explosifs artisanaux ont été découverts dans un appartement dans le quartier de Silwan, prêts à être acheminés vers l'esplanade des mosquées. Benjamin Netanyahou a déclaré que des peines minimales seront prises à l'encontre des lanceurs de pierres. C'est d'ailleurs le nom du Premier ministre israélien qui est insulté par ces manifestantes. Des rumeurs sur sa visite en vieille ville de Jérusalem auraient déclenché des mouvements de foule. C'est au cri de les Juifs dehors de Jérusalem. Jérusalem est aux Palestiniens que tous les matins ces femmes crient à l'intérieur de la vieille ville de Jérusalem et s'en prennent régulièrement aux forces de l'ordre. Des affrontements d'ailleurs quasi quotidiens entre les jeunes Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes ici au cœur de la vieille ville de Jérusalem. Alors Mathias, la police israélienne refuse d'utiliser le mot 3e intifada pour qualifier ce regain de violence. Cela dit, est-ce que ces violences sont organisées, planifiées ? Écoutez, ce que je dis dans le reportage est particulièrement inquiétant, c'est-à-dire que des bombes artisanales, des engins explosifs artisanaux ont été trouvés dans tous les quartiers avoisinant la vieille ville de Jérusalem, que ce soit Silwan, Jabal Moukaber à Tours, Ras El Hamoud. Des engins explosifs existent sur place et sont sur le point d'être transférés à l'intérieur de ce mont du Temple, de cette esplanade des mosquées. Ce qu'il faut retenir également, c'est un acteur qui n'est quasiment pas cité en ce moment. On parle du Hamas, on parle du djihad islamique, mais quasiment pas de Raed Salah, qui est le chef de file du mouvement islamique Front Nord. C'est lui qui est normalement interdit d'entrer sur Jérusalem, mais c'est lui qui finance via des organisations terroristes ces jeunes femmes qu'on entend, ces jeunes femmes et ces prêcheurs. Par exemple, à 8h30 précise hier, lorsque j'étais à Jérusalem-Est, eh bien, l'un des imams a crié à tue-tête « Jeunes, levez-vous et rentrez de force » dans la vieille ville. Heureusement qu'il y avait suffisamment de force pour les encadrer, mais voilà ce qui est en train de se passer. On ne parle pas pour l'instant de 3e intifada, mais bien de petits groupes qui sont financés et moins organisés qu'avant, mais en tout cas suffisamment pour créer du désordre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement sur le terrain pour faire retomber cette pression ? Alors, bien évidemment, la présence policière, mais elle ne règle pas tout, cette présence policière. Au contraire, elle peut haranguer la foule et les habitants qui sont sur place. Vous allez voir le tableau que je vous ai proposé, 3 mesures concrètes proposées par Benjamin Netanyahou. Sanctions financières à l'égard des lanceurs de pierres, notamment des mineurs, c'est-à-dire que les mineurs et donc les parents seraient responsables concrètement, s'il y a des dégâts via ces pierres, eh bien de
de les responsabiliser et de financer les dégâts. Peine de prison minimale. Lorsque Tzipi Livni proposait des peines maximales allant jusqu'à 20 ans, eh bien Binyamin Netanyahu et surtout Erdan, le ministre de la Sécurité intérieure, propose des peines de prison minimales, à savoir que celui qui jette des pierres pourra être sanctionné d'1 an, 2 ans de prison ferme. Dernière mesure, c'est des snipers, des tireurs d'élite de la police israélienne, à l'instar de ce qui peut se passer en Cisjordanie, eh bien à l'intérieur de Jérusalem-Est et de tous les quartiers nord avoisinants. Qui ne tirent pas de balles réelles. Alors les tireurs d'élite seraient positionnés avec des balles en caoutchouc et avec des balles réelles. Pourquoi des balles réelles? On l'a vu hier dans le quartier d'Issaouia, qui est au nord de Jérusalem. C'est un quartier peut-être hybride entre le nord de Jérusalem et Maala Adoumim. Hier, un Palestinien encagoulé est sorti de sa protection, a voulu vraiment mourir, et selon les médias palestiniens en shahid, en martyr, avait un cocktail Molotov qui est en train de flamber. Il était sur le point de le lancer sur les policiers. Les policiers ont rétorqué par une balle qui a touché ses membres inférieurs, à savoir ses jambes, et le cocktail Molotov n'a pas été lancé. Ça fait partie des mesures de durcissement proposées par Benjamin Netanyahu. Alors, dernier point à souligner, le ton monte également du côté des leaders arabes. On a entendu le roi Salman d'Arabie Saoudite, le roi Abdallah II de Jordanie. C'est au tour de Mahmoud Abbas d'élever le ton. Hier, il était face à des évêques, des cardinaux de l'église catholique, hier à Ramallah, et il a précisé, il a durci le ton, contrairement à ce qu'il peut d'ailleurs utiliser comme mot auparavant. Il était plutôt équilibré, mais là, eh bien, il durcit le ton et parle de sang propre qui sera vengé des martyrs, des shahids. Ce n'est pas généralement ce n'est pas dans son vocabulaire. Et là, il a parlé eh bien, de martyrs, de combat jusqu'au bout d'Al-Aqsa, et donc il harangue les jeunes Palestiniens. Voilà. Tension reste palpable. Donc ce matin encore à Jérusalem. Merci beaucoup Mathias. On parle de sport à présent. Les villes candidates à l'organisation des JO 2024 sont désormais connues officiellement depuis hier. Paris évidemment, mais également Los Angeles qui a remplacé Boston au mois d'août. La ville américaine est sûre de sa force, l'expérience de 2 Olympiades ainsi que de nombreuses infrastructures déjà en place qui permettraient de limiter le budget. Reportage. Seul stade à avoir accueilli 2 fois les Jeux Olympiques, le Coliseum de Los Angeles est un monument du sport mondial. C'est ici notamment que Carl Lewis a gagné 4 médailles d'or lors des JO de 1984. Il y a tellement d'histoires ici, c'est pour cela que nous l'appelons le plus grand stade du monde. Adolescente, en 1984, Maria garde un souvenir ému de la cérémonie d'ouverture. J'étais complètement absorbée, je me rappelle la regarder à la télévision. J'aurais vraiment aimé être là en personne. Elle pourra se rattraper en 2024 si Los Angeles organise les 33e Jeux Olympiques. Le Coliseum aura alors 101 ans. Il y avait un plan de rénovation indépendant de la candidature, mais il faudrait en faire plus, comme enlever les tribunes pour réinstaller une piste d'athlétisme si les épreuves ont lieu ici. En plus du Coliseum, Los Angeles dispose déjà de nombreuses infrastructures sportives, d'où la confiance du maire Eric Garcetti dans son dossier. Los Angeles est prête pour les Jeux. Les Jeux font partie de notre ADN. Cette annonce a eu lieu en présence de membres de NBC. La chaîne américaine paie près de 8 milliards de dollars au Comité international olympique pour la diffusion des Jeux, mais ce contrat pourrait en fait jouer contre la candidature de Los Angeles. Le CIO a fait tout ce qu'il pouvait pour garder ses distances avec les États-Unis et NBC. Il ne veut pas être perçu dans le reste du monde comme étant à la solde de NBC, en choisissant la ville que NBC préfère, par exemple. Zev Yarolavski était conseiller municipal en 1984. Les Jeux avaient été bénéficiaires cette année-là. Pour arriver au même résultat en 2024, il ne veut pas que sa ville cède à tous les désirs du CIO. Ils ne devraient pas obliger le contribuable à payer les éventuels dépassements de budget. D'autres structures peuvent porter ce fardeau, que ce soit l'État ou des consortiums privés. Une injection d'argent privé qui est d'ores et déjà prévue pour financer par exemple le village olympique à hauteur d'1 milliard de dollars.
Du foot à présent, Chelsea, Maccabi Tel Aviv, David contre Goliath. Le match en Ligue des Champions s'est tenu hier et malgré une défaite cinglante 4-0, eh bien les Israéliens sont fiers d'avoir réinvesti cette compétition après 11 ans d'absence. Rudy, vous avez vu le match? Ah oui, alors les Londoniens n'ont pas du tout eu à forcer leur talent face à une équipe de Tel Aviv vaillante mais brouillonne, une équipe du Maccabi qui faisait donc son entrée dans la prestigieuse compétition en affrontant l'ogre de ce groupe G. Alors les buts sont signés Williams, Oscar, Diego Costa et Fabregas. Dans l'autre match, Porto et Dynamo de Kiev ont fait match nul. Donc le Maccabi est pour l'instant 4e et bon dernier de ce groupe après cette première journée. Prochain match, ça sera à domicile en Israël face au Dynamo Kiev. Voilà, on peut parler d'humiliation hier? On peut parler d'une entrée difficile en matière dans une énorme compétition face à un ogre. Donc effectivement, voilà. La défaite était attendue. Par contre, le 4-0 est un petit peu difficile à avaler. Il y a une question que tout le monde se pose. On en parlait la semaine dernière, Mathias, au sujet des championnats de basket européens. C'est pourquoi les clubs israéliens font partie des compétitions européennes. C'est le cas pour le foot également et non asiatiques. Eh bien, c'est pour la même raison que pour le basket, tout simplement parce que avec le temps et avec les tensions politiques, rares sont les pays d'Asie qui acceptent de jouer contre Israël, mais donc on va se faire un petit plaisir et remonter dans le temps pour voir des images assez étonnantes. Alors on est en 54, la Confédération asiatique de football est créée et Israël est un jeune pays qui a seulement 6 ans, on fait partie, mais il va faire mieux qu'en faire partie. Le football israélien va vite s'illustrer, 56 et 60, la sélection israélienne se hisse en finale de cette Coupe d'Asie, c'est un peu l'équivalent de l'Euro, et en 64, Israël, emmené par Mordechai Spiger, qui est un des plus grands joueur israélien, devient champion d'Asie lors d'une compétition organisée en Israël même. Alors cela dit, dans le même temps, les tensions politiques, les boycotts sont déjà de la partie. Par exemple, en 58, un cas assez drôle et assez marquant, Israël joue la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, donc de 58. Elle le joue contre la Turquie, l'Égypte, le Soudan et l'Indonésie. Eh bien, les 4 équipes refusent d'affronter la sélection israélienne. Résultat, Israël aurait pu se retrouver tout simplement qualifié d'office sans avoir joué le moindre match. Et la FIFA invente une règle qui oblige Israël à jouer un match de barrage qu'elle perd. Donc vous comprenez, la situation politique se dégrade, devient ingérable pour la Confédération asiatique qui exclut Israël en 74 après un dernier match contre l'Iran. Là vous voyez un Israël-Iran qui date de la Coupe d'Asie 1968 devant plus de 100 000 personnes à Téhéran. Des images qui aujourd'hui sont assez drôles à revoir étant donné le contexte actuel. Voilà, drôle et surprenante. Et c'est donc à ce moment-là qu'Israël intègre les championnats européens par défaut finalement. Non, alors pas si vite parce qu'il y aura une vingtaine d'années d'errance en fait lors desquelles les clubs israéliens ne participent à tout simplement aucune compétition puisqu'ils sont dans aucune confédération. Quant à la sélection nationale, elle se retrouve à jouer les qualifications pour la Coupe du Monde 90 dans le groupe de l'Océanie, absolument rien à voir. Alors il faut attendre 1992 pour que les clubs israéliens soient invités à jouer dans les compétitions européennes, Ligue des Champions inclus, et donc l'Euro. Et donc Israël, en 20 ans, passe d'un pays fort de la zone Asie à un petit poussé de la zone Euro. Mais alors petit poussé qui se fait remarquer, regardez ces images, on s'en souvient, victoire 3-2 contre la France au Parc des Princes, une victoire qui va priver la France de Coupe du Monde 94. Voilà, vous savez à peu près tout. Alors pour la petite histoire, sachez aussi que si le Maccabi remporte sa Ligue des Champions, bon, au vu du match d'hier, c'est peu probable, on va le dire, mais quand même, eh bien, il serait donc le premier club à être et à la fois champion d'Asie, puisqu'il l'a été en 1969 et 71, et donc champion d'Europe aussi. On peut toujours rêver, absolument. Merci beaucoup, Rudy. Allez, on parle de politique en Grande-Bretagne à présent, avec ce premier face-à-face au Parlement hier entre le Premier ministre, David Cameron, et le tout nouveau chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, un homme réputé pour ses idées très à gauche et qui est déjà au centre d'une polémique à propos de l'hymne national. Joseph Emmanuel. Le premier face-à-face a eu lieu entre le Premier ministre britannique et le nouveau leader du Parti travailliste. Jeremy Corbyn et David Cameron se connaissent bien, mais ils ne s'étaient jamais affrontés lors de la traditionnelle séance de questions au Premier ministre. L'occasion pour les députés de scruter le comportement du vétéran radical, car l'exercice vire régulièrement au pugilat dans une ambiance survoltée. Mais ce mercredi, les attaques tant attendues ont laissé place aux remerciements.
Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris part à un exercice démocratique d'ampleur dans ce pays et qui s'est conclu par mon élection à la tête du Parti travailliste en tant que chef de l'opposition. Je pense que nous pouvons être très fiers du nombre de personnes qui se sont engagées et ont pris part à tous ces débats. Des débats depuis longtemps maîtrisés par le Premier ministre, et même s'il n'est pas encore rompu à l'exercice, Jeremy Corbyn a passé l'épreuve. Il annonce même vouloir imposer un style différent, avec moins de théâtre et plus de faits, nous dit-il. À terme, le chef du Labour pourrait même confier une partie des 6 questions qui lui sont réservées en ouverture de séance à d'autres députés de son parti pour faire, nous dit-il, écouter toutes les voix. Ce serait alors une première depuis l'instauration du format actuel en 1997. La presse conservatrice n'a pas perdu une minute. Elle l'accuse déjà de fuir le débat. Elle l'accuse également de ne pas avoir chanté l'hymne national God Save the Queen mardi, lors d'une commémoration pour les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Mais Jeremy Corbyn a l'habitude des attaques. Il a été élu à la direction du Parti travailliste à la surprise générale, dans une campagne compliquée et sur une promesse simple, mettre en place une politique anti-austérité pour enterrer définitivement l'ère Tony Blair. Reste maintenant à faire entendre sa voix au sein d'une chambre bruyante, dans laquelle, même si tous s'écoutent, un homme seul décide, le Premier ministre britannique. À suivre du cinéma avec un des films événements de la rentrée. Il est sorti hier. Ça s'appelle Marguerite, l'histoire d'une Castafiore émouvante incarnée par une Catherine Fro très attendue dans ce rôle. On en parle après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Sarah Gaudron. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning. Je rigole tout, c'est à cause de Betsabé. Je vous fais porter la faute entièrement ce matin. Je vous prie de m'excuser. Allez, on va parler cinéma avec un film événement qui est sorti hier, un des films événements de la rentrée. Il s'agit du dernier film de Xavier Giannoli. Maurice, vous nous en parlez ce matin. Ça s'appelle Marguerite, l'histoire d'une comtesse passionnée de musique et de chant. Oui, et la cantatrice, c'est Catherine Fro. Elle incarne la comtesse Marguerite Dumont. La comtesse est persuadée qu'elle est une grande cantatrice et impose sa voix de canard à tous. On regarde tout de suite la bande-annonce. Ça va, rentrer ou sortez, monsieur, mais laissez pas la porte ouverte, c'est insupportable. Elle a toujours chanté comme ça? Ah non, elle a beaucoup progressé. Je travaille toute seule, je vais à l'opéra, j'écoute de la musique, je chante au moins 4 ou 5 heures par jour, vous savez. Vous pensez qu'elle sait pas qu'elle chante complètement faux? Faux, mais sublimement faux, divinement faux. Je vais organiser un vrai concert, Georges, devant un vrai public. Comment ça, un vrai concert? Je travaille depuis des années, mon chéri. Je vais trouver un vrai professeur. Non, c'est très intéressant, c'est très personnel. Merci. Il ne faut pas qu'elle monte sur une vraie scène. Qu'est-ce qui va se passer quand elle va comprendre? Mais de quoi avez-vous peur exactement? C'est pour vous que j'ai peur, figurez-vous. Tout le temps. Vous voulez savoir la vérité? La vérité vraie? Ce que personne n'ose vous dire. Il n'y a que la musique qui compte pour moi. C'est ça ou devenir folle, vous m'entendez? Folle. Voilà
Voilà, une héroïne tragique et comique, un rôle qui va comme un gant à la grande Catherine Fro. Alors Marguerite et Catherine Fro chantent divinement faux, comme l'écrit un de ces jeunes intellectuels dadaïstes qui l'entourent, et se joue d'elle en lui faisant croire qu'elle a du talent. Finalement, Marguerite se libère, plus elle prend de l'ampleur, plus elle est ridicule, mais exister, c'est insister, dit-elle. Alors la réalisation et la direction d'acteurs est remarquable, elle est de Xavier Giannoli. C'est aussi le réalisateur de ce grand film, à l'origine avec François Cluzet. Regardez la bande-annonce. Et t'as rien dit de plus? Non, il m'a juste dit qu'il venait pour les travaux de la route. On nous a pas prévenu il y a 2 ans quand les travaux s'arrêtaient et maintenant on nous prévient même pas qu'ils peuvent reprendre. Je sais pas, moi je trouve ça un petit peu... On raconte que vous êtes venu pour l'autoroute. C'est un drôle de truc de pouvoir changer la vie des gens, non? Émilie est arrivée hier soir. Il va falloir faire travailler en priorité les entreprises de la commune. C'est l'homme providentiel de M. Philippe Miller de la société GMTR. Non, mais je comprends pas. Votre société, c'est une filiale d'un groupe gigantesque. Et tu trouves pas bizarre qu'on ait vu personne comme la CGI, la DDE? Vous avez bien une banque, des comptes, enfin, il y a toute une organisation. Ouais, magnifique Cluzet dans ce film. Absolument. Voilà, on se souvient que dans ce film, Paul, alias Philippe Muller, ex-escroc et ex-tolard, parvient à berner tout le monde en se faisant passer pour un constructeur d'autoroute. Ouais. Tout le contraire de Marguerite. Elle est bernée par tout le monde. La comtesse innocente, image de la pureté, ne voit pas le mal autour d'elle. Marguerite vit dans une illusion permanente, dans un monde d'hypocrites et de lâches qui ne veulent pas lui dire la vérité. Voilà, un thème cher à Giannoli. Il faut rappeler que ce film, Marguerite, est basé sur une histoire vraie, celle de la cantatrice Florence Foster Jenkins. En effet, le personnage de la comtesse Marguerite Dumont est inspiré d'une histoire vraie. D'ailleurs, comme à l'origine, c'est aussi inspiré d'une histoire vraie, celle de Florence Foster Jenkins, une soprano américaine de la fin du 19e siècle qui avait tout pour déplaire et surtout chanter sublimement faux. Vous allez écouter un de ces enregistrements. C'est très ressemblant de l'interprétation de Catherine Fro. Absolument, c'est fulgurant de ressemblance. Alors Florence, de son vrai nom Narcisse, gagnait sa vie comme professeur de piano, mais après un accident au bras, elle décide de devenir chanteuse. Après avoir hérité de son père, déterminée, elle entame une carrière de soprano. À noter que la légende dit que Florence Foster Jenkins n'a eu qu'une seule rivale, Hélène Routzpa, qui pouvait chanter encore pire et est parvenue jusqu'à donner un concert au prestigieux Carnegie Hall. Écoutez, c'est encore pire que Florence. Voilà, alors Florence Foster Jenkins sera bientôt sur les écrans aux États-Unis. Les Américains ont en effet décidé de tourner leur version du film. La soprano sera incarnée par Meryl Streep. Voilà, ça va donner un beau résultat aussi. En tout cas, Marguerite est sortie hier sur les écrans en France. Merci beaucoup, Maurice, d'être venu nous en parler. Du cinéma, toujours. Deauville, Sundance, Venise, Jérusalem. Quasiment chaque ville a son festival de cinéma. Alors certains vieillissent bien, d'autres nettement moins. Focus sur Toronto. En quelques années, il est devenu le nouveau Cannes. Pourquoi? Élément de réponse avec Daniel Campos et Sandy Fortis. On l'appelle le Festival des festivals, fondé en 1976 par Bill Marshall, Henk van der Kolk et Dusty Cole. Le Festival international du film de Toronto avait pour but originel de récupérer les meilleurs films projetés dans d'autres festivals à travers le monde et de les montrer au public canadien. À ses débuts, il y avait 127 films de 30 pays et 35 000 spectateurs, des chiffres qui ont depuis été multipliés par 10. Malgré ce succès, le TIFF reste un festival authentique,
Comment? Parce qu'il n'y a pas de compétition, pas de jury et donc pas de trophée, ni récompense pour le meilleur film ou la meilleure actrice. Le Festival de Toronto est pur et il a un coût bien inférieur aux principaux festivals européens, autant pour les spectateurs que pour les professionnels. En vérité, la seule et unique récompense de Toronto, c'est le prix du public, décerné au long métrage qui reçoit le plus grand nombre de votes des spectateurs. Un prix qui influe d'ailleurs sur les Oscars. Toronto voit royal pour les célèbres statuettes, on l'a vu au cours des 30 dernières années, avec notamment Les Chariots de Feu en 1981, le film fantastique Princess Bride en 1987, American Beauty en 1999, Le Discours d'un roi en 2010, Happiness Therapy en 2012 et en 2013, 12 Years a Slave. Côté critique et adepte du cinéma, on préfère souvent le TIFF au Festival de Cannes. Pourquoi? Probablement pour les mêmes raisons, avec en plus ce petit je ne sais quoi, engagement profond au cinéma, festival parallèle, un pour le grand public, l'autre pour les professionnels et la presse. Une approche qui a transformé le festival en rampe de lancement, à la fois pour les grands films hollywoodiens et les films indépendants du monde entier. Cette année, Israël est largement représenté au TIFF avec 11 films projetés, dont 2 courts-métrages et 2 documentaires. Parmi les plus attendus, Rabin The Last Day d'Amos Gitaï, Une histoire d'amour et de ténèbres de Nathalie Portman et Baba June de Yuval Tel-Shad, le premier film en langue perse tourné en Israël. 3 films coproduits par des Palestiniens sont également au programme. Celui dont on parle déjà, c'est The Idol, un biopic sur Mohamed Assaf, ce jeune chanteur amateur de Gaza, devenu icône nationale après avoir remporté le télécrochet Arab Idol. Un film réalisé par Hani Abou Assad, le réalisateur d'Omar et de Paradise Now, déjà nommé aux Oscars. Pour les cinéphiles, la grande mission pendant le TIFF est de trouver les prochains prétendants aux Oscars. Dès la fin du festival, le 20 septembre prochain, les paris seront lancés. This is nuts. Thank you to the Academy. And Allez, on va rester aux États-Unis avec une... On n'était pas aux États-Unis d'ailleurs, on était à Toronto. Voilà, ça augure beaucoup de choses. Mais on va essayer de garder notre sérieux avec cette drôle de tendance. Alors ça se passe aux États-Unis où les sirènes, et oui, les sirènes font désormais partie de l'économie. Sirènes barmaid, sirènes animatrices, queue de sirène ou encore cours de natation version sirène, Betsabé, c'est très sérieux. Exactement. Et la plongée n'avait jamais aussi bien porté son nom dans les bars, pour peu que ces bars américains aient la place d'installer des aquariums assez spacieux, eh bien, des serveuses façon sirène s'y prélassent pendant des heures. Alors, un job qui n'est pas quand même de tout repos pour ce millier de travailleuses tendance, puisqu'elles ont, bien sûr, les jambes attachées, qui plus est dans des queues de 15-16 kilos, et pourtant doivent avoir l'air, bien sûr, gracieuses, souriantes et détendues à la façon des serveuses traditionnelles. Alors heureusement, si elles en ont marre de nager entre bières et martinis, eh bien elles peuvent toujours changer d'air ou d'eau, en tout cas, puisqu'à côté des bars à thème subaquatique, eh bien les cachets de sirènes se multiplient, se diversifient aux États-Unis. Alors il y a toutes sortes d'événements. Vous pouvez être sirène à des goûters d'anniversaire. Je vous coupe, hein, mais elles respirent comment sous l'eau? Alors elles ont des espèces de tubes qui ressemblent à des cigarettes électroniques, et elles appuient dessus, ça fait pchit pchit et ça leur envoie de l'oxygène. Elles font ça toutes les demi-minutes, minutes. On les voit sous l'eau. Combien de temps sous l'eau alors? Elles peuvent rester comme ça plusieurs heures, mais ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de préparation, et encore une fois, c'est difficile de sourire et d'avoir l'air détendu. Barbara est extrêmement perplexe, et en tout cas, comme ça, elles peuvent faire partie de mariages, d'anniversaires, toutes sortes d'événements. Encore une fois, là, c'est dans un aquarium. Ce sont 3 sirènes qui ont organisé un espèce d'aquarium à sirènes. Il y a des gens qui viennent les filmer, prendre des photos. Beaucoup de garçons. Blague à part, c'est très beau. C'est joli, ce mouvement. Non? Voilà, bah, je sais pas, Maurice, vous en pensez quoi? Moi, c'est peut-être l'influence de Catherine Faux. Je préfère le chant des sirènes plutôt que les vraies sirènes. Joli, pas mal. Alors, vous l'avez dit, hein, l'économie des sirènes, c'est pas que le boulot de sirène, il y a d'autres choses, des déclinaisons multiples. Exactement, une véritable économie. Alors, il y a par exemple la fabrication de queues de poisson, pardon, de sirènes. L'un des leaders du marché en commercialiserait 50 000 par an. On peut voir le site de FinFun, justement. Et pour cause,
savez c'est quoi? Ça, ce sont des queues de sirène à acheter. Donc vous en avez dans différentes tailles. Vous avez pour les enfants, pour les adultes. Il y a... Et oui, Maurice. C'est pour faire quoi? Et donc, pour mettre une queue de sirène, pour enfiler sa queue. Vous avez la queue bleue, vous avez la queue arc-en-ciel. Il y a les queues pour les adultes, il y a les queues petits modèles pour les enfants. Et donc, une fois que vous avez enfilé votre queue, c'est pas possible. Vous pouvez prendre des cours, parce que l'idée c'est de nager. Mais est-ce qu'on va nous Attendez, épargner concentration. quelque Il faut que chose je pense à ma au rédactrice en chef qui me regarde en régie. Vous pouvez donc enfiler votre queue. Allez prendre des cours. Il y a des cours de natation pour sirènes, pour nager comme des sirènes. Effectivement, c'est pas pour regarder la télévision. Vous mettez votre queue et vous pouvez nager. Il faut s'entraîner puisque vous avez les jambes donc attachées. Alors ça, ce sont des cours qui se passent à New York. Vous voyez, il y a des adultes, il y a des enfants. Oh, c'est très joli, non franchement c'est très joli. Voilà, et vous voyez, alors elles sont en apnée, elles n'ont pas cette espèce de tube, et c'est extrêmement sportif puisque vous avez les jambes attachées. Donc ça demande beaucoup. Alors vous avez même des garçons qui font la sirène. En fait on fait travailler les abdos quoi. Exactement, c'est façon nage papillon, exactement. Alors les sirènes, il y en a en France aussi, il y a eu la première école de sirènes à Marseille qui a ouvert au début de l'année, en 2015. Et puis d'ailleurs des sirènes, il y en a de plus en plus. En France, vous avez une sirène qui organise comme ça des événements, je vous propose de la regarder, elle s'appelle Claire. Un petit reportage. C'est pour des fêtes, en fait. C'est très beau, c'est kitsch. Maurice a très bien résumé. Alors, est-ce que c'est un phénomène? En tout cas, si vous vous sentez sirène dans l'âme, vous avez toutes sortes de vidéos. Regardez des espèces de tutos sur YouTube. Alors, comble du kitsch, hein, vous êtes entre le Hawaï et la sirène, voilà, qui vous parle. Vous avez des tonnes de vidéos sur YouTube. Vous pouvez apprendre à faire la sirène, Barbara. Il n'y a plus qu'à demander maintenant la permission à notre boss de venir travailler en queue de sirène. Effectivement, vous avez la mer en bas. Après, il vous suffit de faire un bond. Vous pouvez faire la sirène en dessous. Non, c'est tout un art. Hein, on nous a mis du surf. On avait envie de voir des garçons, apparemment. Voilà, merci beaucoup, Betsabe. Heureusement que vous existez pour nous faire connaître toutes ces tendances auxquelles on ne peut plus échapper. C'est crucial comme info. Merci beaucoup. Merci Maurice d'avoir maintenu votre sérieux. Et voilà, je m'en étouffe. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actu. On se retrouve dès demain. Portez-vous bien.